ce chargement de bois d'Okoumé quitte le port d'Owendo au Gabon le 3 mars 2009. À ce moment-là, les employés des 3 usines françaises de Plissorol, le numéro 2 européen du contreplaqué, ne savent pas encore que leur entreprise va mourir. Le bois est attendu à Honfleur, en Normandie. Il n'y arrivera jamais. Bonjour, je suis venu vous parler d'intelligence économique. Je vais en parler à partir de ma pratique, de mon expérience et de celle de mes collègues qui s'en occupent en Basse-Normandie. L'intelligence économique, pour nous, c'est une méthode qui consiste à mettre l'information au service d'une stratégie, d'un objectif. L'intelligence économique, pour nous, c'est l'information, c'est le traitement décisionnel de l'information traitée pour permettre de prendre des décisions stratégiques. C'est le renseignement au service de la compétitivité des entreprises. Cette intelligence économique est mise en œuvre dans un monde, notre monde, qui est un monde d'hyper-compétition. Dans ce monde-là, la performance des entreprises, la conquête des marchés peuvent servir souvent la puissance des États, la volonté de puissance des nations. C'est le monde de la guerre économique. Bienvenue dans le monde réel, tel qu'il est. L'Okoumé, qui est attendu à Honfleur, a été en fait débarqué à Shanghai. Pendant ce temps, en Normandie, en Vendée, en Champagne, les machines de Plissorol sont à l'arrêt. Plissorol a été reprise par un groupe chinois, un groupe qui s'est engagé à la barre du tribunal de commerce à la moderniser tout en conservant les emplois. En réalité, son objectif n'est pas de développer l'entreprise. Son objectif, c'est de mettre la main sur une concession de 600 000 hectares d'Okoumé dont Plissorol bénéficie au Gabon, d'acheminer ce bois vers la Chine pour le transformer et de là, le transporter vers la France pour lui faire subir une dernière transformation superficielle, un étiquetage et un conditionnement, de manière à pouvoir le réexporter à partir de la France pour contourner l'embargo qui est mis par l'Europe et par les États-Unis sur les contreplaqués chinois. C'est une stratégie bien organisée, bien pensée. Un an avant la mise en œuvre de cette stratégie, mes collègues et moi-même, chargés de l'intelligence économique en Normandie, nous avions dévoilé ce plan. C'était déjà trop tard. Lorsqu'à la fin de 2010, l'entreprise est enfin soustraite à la rapacité de son repreneur chinois, qui évidemment n'y a jamais investi un euro, elle est exsangue et elle disparaît. Pendant tout ce temps, les autorités chinoises ont soutenu l'opération. Des financements par des banques publiques, une campagne de presse en Chine, un dénigrement systématique des cadres et des syndicats français, des pressions incessantes sur les autorités gabonaises, des intimidations en France et même des intimidations physiques au Gabon. C'est cela, la guerre économique. Des entreprises qui disparaissent après avoir perdu leur marché, leur capital, leur savoir-faire, leur réputation. Des salariés qui perdent leur emploi, leurs illusions et l'espoir d'un avenir. Il ne suffit plus de produire ou de faire un bon produit pour vendre. Il faut savoir anticiper les coups tordus comme celui que nous venons de voir et même parfois apprendre à riposter. Ici, la riposte est venue trop tard. Elle a été trop faible. Trop tard parce que l'ambition de la Chine de devenir l'usine à bois de la planète, cette ambition n'avait pas été perçue à temps. Trop tard parce que les conséquences de cette stratégie mise en œuvre par un État sur les entreprises n'avaient pas été perçues, n'avaient pas été anticipées. Trop faible parce que la détermination, la cohérence, la rapidité, le génie de ceux qui ont mis en œuvre cette stratégie ont été terriblement sous-estimés. Là, mes collègues et moi, nous nous sommes dit plus jamais cela. Subir, plus jamais. Riposter, oui,
mais surtout anticiper. Il était temps, en 2010, de se rendre compte qu'on pouvait racheter une entreprise non pas pour la développer, mais pour s'approprier son patrimoine, ses technologies, voire ses concessions de bois rares. L'intelligence économique commence par la veille, c'est-à-dire sélectionner dans le flot des informations qui nous arrivent, au risque de l'infobésité, celles qui sont pertinentes, celles qui ont un sens, les mettre en perspective pour pouvoir agir. L'intelligence économique, pour nous, elle est orientée vers l'action. Nous devions donc améliorer notre veille pour qu'elle serve mieux à l'action. Mais à peine le temps de se retourner et une autre affaire éclate. Après le crash test intervenu le 21 juin 2007, le constructeur chinois Geely doit renoncer à faire homologuer son modèle en Europe. Pendant ce temps, loin du bruit, loin du monde, dans une vallée riante de l'Orne, l'usine d'emboutissage Sofedit coule des jours tranquilles au sein du puissant groupe allemand ThyssenKrupp. En 2010, pourtant, des salariés s'inquiètent. Ils s'inquiètent en se rendant compte que des visiteurs du soir sont invités à découvrir discrètement l'usine. Ma collègue, un ingénieur chargé de l'automobile, m'apprend que le programme d'investissement que l'État subventionnait, subvention que nous avions mise en place, est interrompu. Suspendu, lui dit le directeur. Suspendu parce qu'une réflexion stratégique est en cours. Alerté par la convergence de ces signaux faibles, je ne tarde pas à découvrir que les syndicats allemands eux-mêmes s'émeuvent de la vente par ThyssenKrupp de sa division emboutissage dont notre usine fait partie. Que s'est-il passé? Quel est le rapport entre le crash test et ce que je viens de dire? Eh bien, la Chine n'est pas restée inerte après le crash test. L'automobile propre et sûre est devenue une priorité industrielle. Elle figurera en tant que telle dans le 11e plan chinois. Et cela a été publié, c'est un document public, et nous l'avions vu. 3 brevets déposés par Sofedit concernent la sécurité de l'habitacle des voitures, ce qui permet des arceaux qui permettent de consolider l'habitacle et de résister au crash test. Ceux qui mettent la main dessus peuvent réussir les crash tests imposés par la réglementation européenne. En juillet 2010, nous découvrons l'existence depuis janvier de pourparlers confidentiels entre ThyssenKrupp et le groupe chinois Shugang. Nous informons immédiatement les constructeurs automobiles français. Ils comprennent tout de suite le risque. Nous les aidons à consolider l'offre de rachat qui a été montée par un groupe européen concurrent des Chinois, une offre que finalement ThyssenKrupp devra accepter. La protection du patrimoine, c'est le deuxième volet de l'intelligence économique. Comment avons-nous réussi cette fois-ci? Eh bien, une veille coordonnée, un travail en réseau, une anticipation bien menée et surtout articulée à une volonté affirmée de garder un avantage compétitif, de garder en Europe cet avantage compétitif. C'est ce qui a permis de mettre en œuvre la stratégie de riposte à celle de contournement qui avait été utilisée contre Sofedit. Ce succès a offert à l'automobile européenne un répit. Pour y arriver, nous avons, au-delà de ce que je viens d'expliquer, du traitement de la profusion des informations disponibles, nous avons surtout cherché à comprendre comment le groupe chinois analysait la situation, comment il définissait ses objectifs, comment il déterminait son calendrier. Partir de sa vision, réfléchir et même penser comme lui pour anticiper ses actions. Dans le domaine de l'intelligence économique, l'empathie est une qualité indispensable. Dans cette approche, la prise en considération de la culture de l'autre, de ce qui détermine sa façon de raisonner et d'agir, est essentielle. Et quand je dis la prise en considération, c'est aussi la considération pour la culture de l'autre. L'épisode qui suit va montrer toute l'importance, tout l'intérêt de cette approche interculturelle. Elle est française. Jusqu'en 2013, j'imagine que la plupart d'entre vous pensaient qu'elle était hollandaise. Elle est née en 1672 de la volonté de Louis XIV et de Colbert au moment de la guerre contre les Hollandais pour remplacer les importations d'édames interdites à partir de ce moment-là. Et enfin, elle vient de gagner une guerre.
Il s'agit de la mimolette. La mimolette, le plus politique de nos fromages. Le 8 mars 2013, la mimolette est interdite à la vente et à l'importation aux États-Unis. Pour la FDA, l'autorité de sécurité sanitaire des aliments, la mimolette est, je lis, j'ai apporté ma tablette pour avoir les rapports sous les yeux, elle est composée d'une substance dégoûtante, putride, inadaptée comme nourriture, rien que ça. Le 5 juin 2014, à la veille du 70e anniversaire du débarquement, vous vous souvenez, les chefs d'État au château de Bénouville, on leur a servi d'ailleurs de la mimolette. À la veille donc, du 70e anniversaire du débarquement américain en Normandie, l'interdiction est levée, mais à la demande des autorités américaines, aucune communication ne doit avoir lieu sur la levée de cet embargo, de cette interdiction. Et l'embargo sur la communication, nous nous en sommes affranchis seulement hier matin lors d'un séminaire sur l'influence qui a eu lieu à Caen. En fait, le véritable enjeu de l'affaire de la mimolette n'est pas évidemment sanitaire. L'enjeu dépasse de très loin la conformité de ce fromage à une réglementation sanitaire de 1942 que les Américains avaient exhumée pour la circonstance et qui n'avait quasiment jamais servi jusqu'alors. L'affaire s'est en réalité nouée à la fin 2012, au moment où se préparait le mandat de négociation de l'Union européenne sur le traité transatlantique. La France souhaitait que les normes sanitaires ne soient pas prises en compte dans les négociations, au même titre que l'exception culturelle. Les Américains, quant à eux, voulaient faire tomber les barrières dressées par l'Europe contre les OGM. D'emblée, le gouvernement français a décidé d'écarter toute riposte offensive, parce qu'elle pouvait avoir des conséquences très dommageables. En revanche, il a voulu mener une bataille de conviction politique, économique et culturelle, je cite. Et là, on est dans l'influence et c'est très subtil. Aux États-Unis, depuis le début du XXe siècle, l'hygiénisme domine. C'est une version du puritanisme qui fait que l'on croit que les produits sains, ce sont les produits stériles. Alexis Carrel était passé par là. Lorsque cette affaire éclate, le paradigme est en train de changer. Des associations américaines sont mobilisées sur le thème de l'étiquetage des OGM et sur le thème de la promotion et de la défense des produits bio. Et de plus en plus se répand dans l'opinion, à partir des milieux influents des universités de la côte Est, progressivement l'idée que ce qui est sain, ce qui est bon pour la santé, ce n'est pas ce qui est stérile, mais ce qui est vivant, organique, bio, comme disent les Américains. Ce mouvement-là est en train de gagner au moment où l'affaire de la mimolette éclate. Or, la mimolette est un fromage vivant. C'est le motif même de son interdiction. Et ce motif devient donc scandaleux, incompréhensible pour beaucoup d'Américains. Et les cirons, ces mythes qui perforent la croûte de la mimolette pour lui permettre de s'aérer, eh bien, deviennent sympathiques aux États-Unis. L'opinion se mobilise. Un groupe Facebook, Save the Mimolette, est créé. J'en suis membre, sur Facebook. Sur Twitter, en mars 2013, plus de 40 messages par heure sur le thème de la mimolette. Le Washington Times lui consacre un éditorial « Free the French Myths », libérer les mythes françaises. Une manifestation, une flash mob, est organisée sur Times Square à New York le 11 avril 2013 et la couverture est mondiale. On a rapatrié la mimolette disponible, on a expliqué, le directeur génialissime d'Isigny Sainte-Mère aux États-Unis a expliqué que c'était la dernière mimolette disponible et qu'on allait donc la distribuer gratuitement. Eh bien, la presse mondiale était là et le lendemain, on en parlait dans le monde entier. Donc, la mimolette n'est plus interdite à la veille du débarquement, à la veille de l'anniversaire du débarquement, ça faisait trop tâche quand même, d'autant plus qu'il y avait un colloque sur le thème de la liberté ce jour-là, organisé par l'American Chamber of Commerce à Caen. La célébrité qui est acquise aux États-Unis dope la notoriété de la mimolette. Vous l'avez compris, l'influence, c'est la troisième composante de l'intelligence économique. Et en matière d'influence, il ne s'agit pas d'emporter directement des décisions, il s'agit plutôt de préparer le terrain ou de s'y adapter pour le rendre propice à l'acceptation d'une vision. C'est une stratégie indirecte qui nécessite plus de subtilité que de moyens.
Elle n'est donc pas réservée au seul groupe du CAC 40. Les qualités d'ouverture, de curiosité, de remise en cause des cadres préétablis, voire d'impertinence, de sensibilité à l'interculturalité, mettent cela à la portée d'entreprises de toute taille, mais qui sont surtout innovantes et ouvertes à l'international. Veille, protection du patrimoine et influence. Telles sont les trois composantes de l'intelligence économique que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Une question encore. Pourquoi mes collègues et moi avons-nous investi du temps et notre enthousiasme et notre énergie dans l'intelligence économique? L'homme d'action va répondre pour s'extraire du quotidien, pour prendre de la hauteur, pour privilégier la vision, la réflexion, le débat, afin de redéfinir l'action. S'informer pour comprendre, pour anticiper, afin d'agir efficacement. L'historien. De formation, je suis historien. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai fait ensuite. Néanmoins, ça a à voir quand même un peu. L'historien dira, parce que depuis toujours, je me pose une question, la question que tout historien se pose. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Généralement, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle le vide stratégique. Pour ma part, je préfère trouver un sens à l'action. Je vous remercie.